Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ILTV, sur le plateau de Sport Express pour un nouveau numéro exceptionnel. Nous avons en effet la chance d'accueillir aujourd'hui Franck Hez, l'entraîneur du Racing Club de Lens. Coach, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Au cours de cet entretien, nous allons revenir sur votre carrière de joueur, sur votre carrière d'éducateur, d'entraîneur maintenant en Ligue 1. Mais avant de débuter, question simple, comment vous allez alors que le maintien est quasiment acquis après 26 journées ? Moi personnellement je vais plutôt bien. Voilà, je vais plutôt bien et puis je crois que le club, l'environnement du club vont aussi plutôt bien parce que ça fait quand même pas si souvent que sur ces dernières saisons qu'il y a eu ce sentiment de, je vais pas dire de plénitude, mais en tout cas où les choses se passent bien. Je pense que le terme est exact. Et voilà, donc il faut savoir en profiter. Il faut savoir en profiter. On fait un métier qui est fragile, qui est compliqué. Et donc, quand il y a des bonnes périodes, il faut que tout le monde en profite. Vous serez le premier entraîneur depuis Jean-Guy Wallem en 2009-2010 à maintenir le club. Vous parliez d'environnement. Malheureusement, les supporters ne peuvent pas profiter de ces grands moments. Est-ce que vous en parlez souvent avec les joueurs ? Ça a été un sujet de conversation régulier, notamment au tout départ et encore en début de saison. Alors, il revient toujours, ou avec les joueurs, ou avec le staff. On s'y habitue pas, ouais. mais c'est forcément un sujet qu'on a moins. Mais par contre, on a tous ce manque. Et s'il y a une chose qui est négative finalement depuis un an, enfin moi ça fait un an que je suis à la tête de l'équipe, c'est que j'ai pas eu la chance d'avoir le stade plein. Je l'ai déjà vu avec une jauge à 5000. Et contre le PSG, par exemple, c'était exceptionnel déjà. Ouais. Donc je me dis que ça serait tellement fort. Mais bon, c'est comme ça. On va croiser les doigts pour la fin de saison. Alors, je le disais en introduction, on va revenir un petit peu sur toute votre carrière et notamment celle de joueur. Première question toute simple, comment vous en êtes venu au foot ? Tout très comme beaucoup. Moi, j'ai un papa qui était joueur au niveau régional, qui a été aussi entraîneur, en même temps entraîneur-joueur. Dans les équipes souvent dans lesquelles il était. Et donc j'ai toujours été au foot. Voilà. On dit qu'à 8 jours, j'étais déjà sur un terrain. Et moi, tous les dimanches après-midi, j'étais dès le plus jeune âge avec mon père sur les terrains. Quoi. Donc la suite logique, ouais. C'était votre entrée, vous aussi, sur le terrain. Oui. Alors vous avez joué au FC Rouen, au Stade Lavallois 2 fois, à Beauvais et à Angers. Quel genre de joueur vous étiez ? Gaucher, engagé, plutôt un bon pied. J'aimais bien jouer, mais j'aimais bien défendre aussi, comme je le dis. J'étais formé au milieu de terrain, mais j'ai aussi beaucoup évolué latéral ou piston gauche dans ma carrière. Voilà, j'étais un joueur de club qui aimait bien le foot, mais qui aimait d'abord gagner, quoi. Est-ce que vous aviez des modèles à l'époque ? Non, j'avais pas de modèle, mais souvent, je fais partie de la génération un peu d'Imeco. Donc, engagé, voilà. J'avais les cheveux un peu plus longs qu'aujourd'hui. Et donc, voilà, j'ai eu aussi ma galerie de cartons jaunes, parfois un peu plus. Sans être un joueur méchant, j'étais engagé, puis c'était un peu différent. Le foot était différent. Oui, complètement. Denis Troche, qui vous a entraîné à Laval, dit de vous que vous étiez adaptable. Alors, c'est un mot qu'on retrouvera plusieurs fois dans cet entretien, on en reparlera. Et que vous étiez toujours dans le questionnement. Adaptable, oui, parce que je recherche d'ailleurs des joueurs aujourd'hui qui sont en capacité de s'adapter. Et un joueur de haut niveau doit avoir cette capacité-là. Et puis j'étais adaptable aussi parce que j'ai toujours fait passer l'équipe d'abord. Donc j'étais pas trop, comme tout le monde, comme tout joueur, un peu égocentré, mais pas trop. Et donc j'étais d'abord au service de l'équipe. Et puis après, dans le questionnement, oui, j'aimais bien comprendre les choses. J'aimais bien comprendre pourquoi on faisait telle ou telle chose ou pourquoi il y avait telle ou telle décision de prise. Donc c'est certainement pour ça qu'il dit ça. On y reviendra plus tard en parlant de votre propre staff, mais en regardant un petit peu dans le rétro, si vous aviez eu un staff en tant que joueur aussi précis et étoffé, est-ce que vous pouvez imaginer que vous seriez devenu un autre joueur ?
Oh, je pense que je serais certainement devenu meilleur, oui, ça c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance, le club a la chance et les joueurs ont la chance d'avoir, et moi j'ai la chance d'avoir un staff, d'une part, une grande compétence, très précis. Et au-delà de la compétence et du rôle, des rôles que chacun a dans ce staff, qui sont des rôles bien définis, que j'ai définis, et qui sont des rôles bien définis, avec aussi un responsable de la performance, il y a, il y a, il y a- il y a- il y a de fortes chances que les gens s'améliorent quand on a cette compétence-là autour de soi. Puis en plus, il y a aussi des gens qui ont des cultures différentes dans ce Mhm. staff, j'y tenais beaucoup, qui ont des parcours de vie, des expériences différentes, entre les anciens joueurs professionnels, les universitaires, des gens qui ont vécu à l'étranger, etc., des gens qui ont une double nationalité. Donc voilà, je crois que c'est important Vous d'avoir cette seriez richesse-là. certainement nourri de cette Ah richesse oui, c'est aussi. sûr. Est-ce que vous étiez du genre à noter des séances ou des exercices dans un cahier déjà à l'époque? Sur, la... Sur les dernières années de ma carrière, oui. Ouais. Sur les dernières années de ma carrière, oui. Il y a des choses que je notais. Voilà, j'avais en effet un cahier. Voilà, c'était plutôt sur les 3-4 dernières années, même si très vite je savais, enfin on y reviendra certainement, que mon après-carrière, enfin après ma carrière de Mhm. footballeur, je savais très vite que je serais entraîneur. D'accord. Alors, vous avez joué sous les ordres d'Arnaud Dos Santos, qu'on connaît bien à Lens, de Daniel Zorzetto 2 fois, de Denis Troche, on en a parlé, de Victor Zinca, de M. Gauthier également. Ah oui. Est-ce que vous avez retenu des choses de chacun d'entre eux? Ouais, j'ai eu 13 entraîneurs dans ma carrière. Et alors le premier qui m'a fait jouer en pro, c'est Arnaud Dos Santos. D'accord. Voilà, justement. Mhm. Donc c'est un beau clin d'œil. C'est lui qui m'a donné ma chance à 17 ans et demi en pro au FC Rouen. Et évidemment qu'on retient toujours des choses de chacun. Et si je prends l'exemple d'Arnaud Dos Santos, il était tout seul. Voilà, quand moi je commence ma carrière, mes premiers matchs en pro en 1989. Voilà, il faisait l'esprit gardien de but avant qu'on arrive sur le terrain. Donc il avait un pied, il avait 2 très bons pieds d'ailleurs. Mhm. Et après il enchaînait sur la séance en étant tout seul. Voilà. Aujourd'hui, nous, si vous venez sur le terrain, vous allez avoir entre les membres du staff, le staff médical, etc. Il y a les préparateurs physiques, on est quasi presque une dizaine à chaque fois, quoi. Donc voilà, forcément que le suivi est différent, mais voilà, c'était vraiment un homme orchestre, mais qui n'était pas le chef d'orchestre parce qu'il était seul, mais qui était un homme orchestre. Quand avez-vous su que vous deviendriez à votre tour éducateur? Je pense très très tôt. Ouais. Ouais. J'ai toujours eu cette fibre-là, c'est-à-dire que j'ai commencé mon métier d'éducateur quand j'avais 16 ans en fait. Mhm. Puisque au FC Rouen, quand j'étais joueur aspirant au centre de formation, le mercredi après-midi, je m'occupais d'une équipe qu'on appelait pupille ou minime à l'époque. Les plus anciens savent de quoi je parle. Et j'adorais ça. Voilà. Donc moi j'y allais, certains y allaient par obligation, parce que ça faisait partie du contrat avec le club Mhm. quand on était au centre de formation. Moi j'y allais pas par obligation, j'y allais par plaisir. Et même dès que je pouvais, j'allais même essayer de les suivre le samedi. Donc j'ai fait ça pendant 2 saisons de 16 ans et 16 ans à 17 ans. Et j'ai refait ça là, sur la fin de ma carrière au Stade Lavallois. D'accord. Alors que j'étais pro et plutôt en fin de carrière, je m'occupais des jeunes le mercredi après-midi. Donc, quand votre carrière de joueur s'arrête, logiquement. Ouais, en fait, quand elle s'arrête parce que j'ai déjà un projet en fait. Ouais, d'accord. J'ai dans mon premier club en tant que véritablement entraîneur au Stade Mayennais en 2003. Je suis à ce moment-là au SCO d'Angers. On est remonté en Ligue 2. Et puis je débute la saison et bon, je sais que de toute façon, je suis plus près de la fin parce que la tête a plus moins envie. Et surtout, j'ai l'envie de basculer. Donc je m'étais déjà posé la question un an plus tôt, parce que j'avais eu des clubs qui m'avaient proposé de prendre le poste. Et puis en fait, là, j'ai une proposition de ce club qui était en CFA2 à l'époque, donc National 3, on va dire. Et en fait, ça se passait moins bien avec le changement d'entraîneur. Et je savais qu'il fallait prendre une décision et je l'ai prise assez facilement. Comment se fait la transition entre ce monde pro et ce foot amateur? Est-ce que c'est vous qui y êtes devenu homme orchestre?
Ah oui, oui, ça c'est sûr que voilà, j'arrive dans un club qui venait de monter, qui était en difficulté sur le plan sportif, où il y avait 400 licenciés, où il y avait des équipes des débutants jusqu'à l'équipe vétéran, où il faut un peu tout faire. Donc ce qui est sûr, c'est que ça a été hyper formateur. Voilà, j'ai fait 3 ans dans ce club, 3 ans où on s'est toujours maintenu avec quasiment toujours le plus petit budget du groupe de CFA2. C'était une expérience exceptionnelle. Voilà, j'en ai parlé, hein, j'en parlais la semaine dernière avec Flo Ghisolfi, notre directeur sportif. Et la première saison que j'ai vécue dans ce club, ça a été fabuleux parce qu'on est revenu de nulle part. Et puis moi, c'était ma première expérience. Donc faut tout prendre, faut tout gérer, enfin tout gérer. J'étais pas le seul, mais il y avait beaucoup de choses à gérer, le recrutement des entraîneurs, le recrutement des joueurs. Parce qu'il fallait mettre une mise en place sur l'ensemble du club, jusqu'à recruter même les arbitres, parce que les arbitres pour le club avaient de l'importance. Donc, ouais, c'était en tout cas super formateur. Est-ce que c'est pas le côté humain finalement qui a prévalu dans cette aventure? Évidemment, c'est toujours le côté humain qui prévaut. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette première expérience, parce que sur le plan humain, quand vous avez des bénévoles voilà, qui vivent pour leur club comme on a autour de nous. Voilà, on sait pourquoi on fait ça, quoi. Voilà, donc moi, c'était mon métier, ou la continuité de mon métier. Mais évidemment que c'est l'aspect humain qui est toujours le plus important. Alors en 2006, vous retrouvez un environnement plus professionnel, professionnel carrément, avec le centre de formation du Stade Rennais. Comment on s'adapte à ce nouveau rôle, et notamment auprès des U17? Ouais, alors quand je pars du Stade Mayennais, donc c'était 3 années que c'était beaucoup lié quand même à la compète pour maintenir l'équipe. Alors il y avait l'organisation de tout le reste à côté, mais la locomotive, fallait la laisser. Donc j'étais très très compète. Et puis j'arrive au Stade Rennais, dans un centre de formation de très haut niveau, avec beaucoup de très bons joueurs, de très bons jeunes joueurs. Ouais, j'ai mis 15 jours, 3 semaines, j'ai été aidé par des très bons éducateurs, qui étaient eux formateurs depuis très longtemps. Et pour détacher un peu de l'esprit fort compète que j'avais, je suis toujours resté compétiteur, mais en faisant passer les messages un peu différemment. Et donc c'est complètement un autre job, quoi. Donc j'étais à la fois avec la Préfo les 2 premières années, et en même temps sur les groupes des U16, parce que j'avais 2 équipes au départ, avant de basculer pendant 4 saisons avec les U17. Mais ça a été aussi une super expérience, parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur le recrutement à l'époque, notamment quand j'étais responsable de la Préfo du Stade Rennais. Donc j'ai travaillé sur le recrutement, mais quand on travaille sur le recrutement, on travaille bien sûr sur des jeunes joueurs, mais on travaille aussi sur l'environnement de ces jeunes joueurs, les liens avec les familles, etc. Donc c'était aussi des moments très, très, très sympas. Et puis j'ai aussi eu la chance de travailler avec des éducateurs de grande qualité. J'ai beaucoup progressé. Vous disiez que vous-même, vous aviez eu un petit peu de temps d'adaptation, repassé pas seulement sur la compétition. Justement, avec ces joueurs-là, comment on trouve l'équilibre entre compétition et progression des joueurs? La semaine, elle est liée à la progression du joueur, du collectif aussi, hein, mais du joueur. Donc la progression du joueur, elle passe par plein de choses. Il y a les aspects purement football, la compréhension du jeu, la compréhension des éléments du jeu, les aspects techniques, les aspects athlétiques, parce qu'on a des jeunes entre 14, 15, 16, 17, 18 ans qui doivent se développer sur le plan athlétique. Et puis aussi les aspects mentaux, liés à la confiance, à la concentration, à l'estime de soi, etc. Donc c'est hyper intéressant. Donc voilà, et puis en plus c'est un laboratoire, la formation. On peut se permettre de tenter des choses, voilà. C'est pas des cobayes, hein, mais c'est dans l'esprit d'aller dans la variété, d'être créatif. Donc c'était vraiment très intéressant. Mais le week-end, c'est la compète. Et quand on veut faire un moment le métier de joueur professionnel, il faut bien sûr chercher à progresser, mais il faut aussi chercher à gagner les matchs. Et donc on coupait, voilà, le vendredi, voilà, la fin de la semaine de travail, de progression. Mais quand arrivait le match le samedi ou le dimanche, c'était un match à gagner. D'accord. On continue de remonter votre carrière, on s'en va du côté de Lorient, puis ensuite à Lens en équipe réserve pour les 2 clubs, où vous poursuivez un petit peu, toujours auprès des jeunes joueurs, vous rapprochez un petit peu de cet échelon pro. Est-ce que c'était pour vous une progression logique?
de se rapprocher de cet échelon professionnel? Bah, ensuite je signe, je signe à Lorient, j'ai fait un an dans un autre club à changer en tant que manager général et entraîneur de l'équipe première. Et après, je repars vite dans le monde pro à Lorient. Quand je vais à Lorient, c'est avec le directeur du centre de formation, Régis Lebris, avec qui j'ai travaillé au Stade Rennais pendant 6 ans. Il m'appelle pour prendre l'équipe réserve. Moi, je suis là pour faire le lien entre la post-formation et le passage chez les pros, donc ça m'intéresse, c'est très intéressant. La compète est aussi intéressante parce que c'est une compète senior. Voilà. Puis après, je suis appelé pour renforcer le staff de Sylvain Ripoll en fin de saison 2014-2015, quand Lorient joue le maintien d'ailleurs avec Lens à l'époque, parce Lorient n'était pas très bien. Et donc voilà, comme je suis appelé par le coach pour avoir un œil extérieur pour 5 matchs, pour une opération de maintien. Voilà, j'y vais, mais je n'avais pas prévu de le faire. Et puis on s'est maintenu en gagnant 2 matchs, en faisant 2 nuls sur les 4 premiers matchs. Et après, je suis resté pendant 2 saisons adjoint, avec un intérim d'ailleurs, de quelques semaines. Mais à ce moment-là, on m'a proposé plusieurs fois de faire l'intérim plus longuement. Mais je n'étais pas prêt pour plein de raisons. Je savais que je le serais un jour. Mais il faut, quand on va quelque part, et notamment dans ce monde-là, quand on va au plus haut niveau, il faut être sûr à 100% de soi, et il faut être sûr aussi des gens qui sont autour. Et ce n'était pas le bon moment. Voilà. C'était une question de timing. Exactement. Le travail avec les jeunes, vous êtes parfaitement placé pour parler de ce travail avec la jeune génération, comme on dit. Est-ce que le décalage est aussi important qu'on veut parfois nous le faire croire? Ben non, en fait. Moi, quand j'entends les jeunes générations, c'est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 20 ans, je vois pas, c'est pas plus compliqué. C'est une autre génération qui est différente. Elle n'est pas plus compliquée. Elle a au contraire besoin de comprendre mieux les choses. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'ils sont plus en demande? Beaucoup sont plus en demande. Et en tout cas, même s'ils ne le verbalisent pas toujours, il faut leur donner les informations. Et quand ils ont les infos qui mettent du sens à ce qu'ils font, c'est pas une génération qui est compliquée. Moi, j'ai été très longtemps dans la formation, j'ai quasiment jamais eu de problème, ou même là avec les jeunes pros. Alors après, il peut y avoir de la déception, etc. Mais c'est pas une génération qui me semble plus compliquée en tout cas. Dans une interview récente, Jean-Marc Furlan, l'actuel entraîneur d'Auxerre, met l'accent sur la gestion individuelle que requièrent justement ces jeunes joueurs. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, mais c'est parce qu'avant, en fait, on parlait au groupe. Même si déjà, je pense, il y a 20 ans, ou 15 ou 30 ans, on aurait dû certainement aussi parler à l'individu, et pas uniquement qu'au groupe. Et je pense que les gens et les joueurs auraient été contents qu'on leur parle aussi parfois individuellement. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut allier les deux, c'est-à-dire que bien sûr qu'il faut parler au collectif, il faut parler à la cohésion, il faut manager un ensemble de joueurs, et il faut aussi individuellement avoir des moments d'échange. Alors que ce soit avec moi qui suis l'entraîneur principal, ou avec d'autres membres du staff, ou avec des membres, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, que moi j'ai souhaité travailler avec une psychologue qui intervient chaque mois sur 2-3 jours, pour qu'il y ait justement ces échanges, ces discussions, parce que je crois que pour qu'un sportif donne la pleine mesure de son talent, il faut qu'il soit bien à beaucoup de niveaux, et notamment dans sa tête. Je reviens sur un mot qu'on a employé tout à l'heure vous concernant, adaptable, et donc le mot adaptabilité. C'est un mot que vous avez employé lors de votre première conférence de presse en tant qu'entraîneur principal du Racing. Est-ce que c'est pour vous, dans le foot moderne, le mot-clé? C'est un des mots, en tout cas c'est un des mots importants. Voilà. Je ne sais pas si c'est le mot-clé, mais c'est un des mots importants. Aujourd'hui, si on joue toujours de la même manière, si tout est tellement lu, observé, disséqué, qu'il faut toujours essayer de surprendre. Mais pour surprendre, il faut que les joueurs soient en mesure non seulement de comprendre et d'assimiler, ça ils le sont, mais aussi eux-mêmes parfois, avec les principes qu'on a pu donner, trouver la réponse, pas parfois, presque toujours donner la réponse en temps réel. Parce que c'est ça, il y a moins en moins de temps, moins en moins d'espace. Donc le joueur, on a besoin de ce type de joueur-là, qui se pose les bonnes questions,
qui les anticipent. Et c'est ceux-là qui sont les plus forts. D'accord. Est-ce qu'on peut, à ce mot adaptabilité, est-ce qu'on peut y ajouter le mot pragmatisme? Oui, mais en tout cas, quand on est au plus haut niveau, on est obligé aussi d'être pragmatique. On ne peut pas avoir juste des belles idées et puis parfois qui sont inconcevables ou avec le sport de très haut niveau. C'est-à-dire que moi, j'aime prendre l'initiative, j'aime que mon équipe prenne l'initiative. L'initiative, c'est pas des risques démesurés. Il y a des risques, il y a une prise de risque, mais il y a toujours une balance, il y a une jauge. Et voilà, si on en prend trop de façon, et ça nous est parfois arrivé d'ailleurs, en général, on ne gagne pas souvent les matchs, surtout en Ligue 1. La transition est toute trouvée sur la Ligue 1. On va se replonger une année en arrière, une année un jour. C'est ça. Le Racing décide de se séparer de Philippe Montagnier et vous propose le poste. Comment vous réagissez à l'époque? Est-ce que là, vous dites le timing est le bon? Tout de suite. Oui. À partir du moment où la direction du club, quand elle me sollicite, m'explique qu'elle a décidé de retirer la responsabilité de l'équipe première à Philippe Montagnier, et qu'elle me dit que c'est moi leur premier choix, parce qu'ils me connaissent depuis 3 ans. Alors ils prennent un risque forcément, hein, mais qu'ils m'expliquent bien que ils m'ont observé, ils m'ont vu travailler, ils savent qui je suis, et je suis leur premier choix pour 12 matchs. Voilà, c'était clair. Je dis tout de suite oui, à la condition, il y a toujours une condition quand même, que je vienne avec Alou Diarra, qui était mon adjoint avec l'équipe réserve, et Aymen Jadidi, qui était aussi mon préparateur physique avec l'équipe réserve. Voilà, c'était les seules conditions que j'avais mis pour faire ces 12 matchs. D'accord. Alors, sous les ordres de ce trio, l'équipe reprend sa marche en avant. Vous gagnez au PFC, au Paris FC, vous battez Orléans. La saison s'arrête en position de deuxième. Vous êtes donc promu et vous êtes confirmé quelques jours plus tard à la tête de l'équipe. Première mission, constituer votre propre staff. Comment vous y prenez-vous? Moi, j'avais une idée précise. Je voulais, en plus d'Alou, qui était un adjoint terrain, m'appuyer sur quelqu'un qui a une grosse expérience du poste d'adjoint, une grande connaissance du foot, et que je connaissais humainement. Donc on en avait déjà parlé avec la direction sportive, même au moment de ma première prise de fonction. Et c'était donc Lilian Alice que vous avez joué ensemble à Laval. On a joué ensemble à Laval pendant 2 saisons, et sans être toujours en connexion chaque semaine, mais on s'est toujours suivis, et voilà. Et donc on a créé une amitié, une relation durable, et surtout je connais ses compétences. Voilà, c'est pas parce que c'est quelqu'un que je connais depuis 25 ans, c'est surtout parce que je connais ses compétences, et je savais que j'aurais besoin de m'appuyer sur l'animation des séances, sur l'organisation, sur aussi un œil différent du mien, complémentaire et complémentaire avec celui d'Alou, de cette personne-là qui a une grosse expérience de l'entraînement. Donc voilà, donc Lilian était mon premier choix. Et après, avec le club, on a la même vision sur le fait de développer ce qu'on appelle aujourd'hui un développement, enfin un pôle performance qui recoupe le médical, la préparation athlétique, aussi la vidéo et puis les intervenants extérieurs. Donc je ne savais pas qu'on pouvait aller chercher quelqu'un de l'extérieur, parce que au niveau du budget, je ne savais pas comment on pouvait faire. Quand on m'a dit qu'il y avait peut-être une possibilité de récupérer Laurent Bessière, qui était à l'époque au Stade de Reims et que j'ai connu dans la formation du BEPF, puisqu'il était instructeur, j'ai dit si on peut faire, oui, on fonce. Et voilà. Et après, il y a des gens qui sont Alex Paschini de la vidéo, que j'ai voulu me rapprocher du staff technique, qui était un peu à l'écart, que j'ai voulu rapprocher, parce que je pense qu'il y avait un gros travail à faire encore plus important avec la vidéo. Et voilà, et puis il y a des gens, une psychologue, une prof de yoga, voilà. Est-ce que vous souhaitiez vraiment des profils différents du vôtre, pour parfois être un petit peu dans la contradiction? Alors, oui, je voulais en tout cas, je ne sais pas si des profils différents, enfin en tout cas notre staff il est composé de plein de gens différents par leur âge, par leur expérience, par leur profil de joueur ou pas, d'universitaire, par leur nationalité aussi, ou leur culture. Donc ça je trouvais ça très enrichissant, et je pense que pour moi, comme ce qu'on en allait renvoyer aux joueurs, cette mixité était importante.
Et puis en même temps, la contradiction ne me fait pas peur, mais surtout ce qui me fait pas peur, c'est que des gens viennent avec des idées meilleures que les miennes, ou différentes des miennes, ou qui maîtrisent des compétences que je n'ai pas dans certains domaines et que je n'ai pas dans beaucoup de domaines. Donc moi, plus j'ai d'expertise autour de moi, mieux c'est. La contradiction, c'est peut-être pas le bon terme, Ouais, plutôt la confrontation d'idées. Oui, la confrontation d'idées, exactement. On parlait donc du département performance. Est-ce que vous en êtes satisfait aujourd'hui? Est-ce que vous avez encore l'intention de le développer? Alors, je pense que les joueurs, le club et moi-même, et je vais parler en mon nom, moi je suis très satisfait d'une manière générale de ce qu'on fait au niveau du staff élargi, qui comprend beaucoup de personnes, et en particulier du pôle performance, parce que je crois qu'on on maîtrise bien les aspects de l'entraînement et le lien qu'il y a entre le technico-tactique, parce que c'est quand même ça le cœur du métier. C'est quand même avoir des vrais principes de jeu, etc., et les faire partager, et les dominantes athlétiques qui sont nécessaires pour mettre de l'intensité dans un match et dans le foot de haut niveau aujourd'hui. Donc ce lien-là, il est très bon, il est bien calibré entre les différentes personnes qui travaillent sur l'organisation des séances. Et puis avec comme chapeau la dimension mentale qui ne peut pas être à l'extérieur de ces deux chapeaux, de ces deux parties. Donc tout ça aujourd'hui fonctionne, je pense, très bien. On a toujours des axes d'amélioration. Voilà, on peut, je pense, on a quelques idées encore pour améliorer certaines choses et amener encore peut-être d'autres choses pour les joueurs, parce que l'objectif c'est que les joueurs soient le plus performants possible. Ce département, ce pôle gère notamment, vous le disiez, l'analyse vidéo et les stats. Quelle place occupe aujourd'hui dans le foot ce qu'on appelle grosso modo les data? Quelle place occupe ce domaine dans le foot et comment vous les utilisez? Alors on a encore une autre personne, deux autres personnes qui ne sont pas dans le staff, qui travaillent, une sur l'analyse de nos adversaires, sur les analyses data de les adversaires. Donc moi je récupère des données une semaine avant le match de l'adversaire sur sa saison et des datas plus précises sur les 5 derniers matchs, donc qu'on utilise et qui nous permettent de confronter ces datas avec ce qu'on voit en vidéo. Voilà, c'est-à-dire que Alex, l'analyse vidéo, travaille souvent sur les 5 derniers matchs aussi en vidéo, et moi et mon staff technique, on travaille sur un match, 2 matchs, 3 matchs aussi, plus une autre partie du staff qui travaille sur les coups de pied arrêtés de l'adversaire en vidéo, défensif, offensif. Et après, on met tout ça ensemble, on a une réunion plusieurs jours avant le match pour voir ce qu'on en retire, pour voir quelles images on montre au groupe dans la semaine, qui sont assez larges, sur 2 jours. Et moi, la veille du match, je fais faire un montage beaucoup plus resserré, pour être le plus précis possible, qui dure jamais, je souhaite qu'il ne dure jamais plus de 6 minutes, ce montage, et pour montrer la partie des principes de jeu de l'adversaire et les problèmes à poser à cet adversaire, sur 4 minutes 30. Et Alou et Lilian montrent ensuite, sur des temps assez courts, l'aspect des coups de pied arrêtés, et expliquent comment nous on va faire, et les points forts, voire les points faibles des adversaires sur ces aspects-là. D'accord. Est-ce que la vidéo, vous l'utilisez également beaucoup pour les retours auprès de vos joueurs, et notamment sur le plan individuel? Alors je fais des retours réguliers. Alors ça dépend des périodes, mais je fais alors notamment sur la première partie de saison où les principes, il y a besoin de les travailler sur le terrain, il y a besoin de mettre un concept, on va dire, intellectuel. Mais il y a besoin aussi d'avoir des retours positifs et des retours sur les choses sur lesquelles on doit progresser. Donc on en a fait pas mal, ou en collectif, ou par ligne, ou en individuel. Mais je continue. Alors la fréquence sur le plan collectif est peut-être un peu moindre, surtout qu'on a enchaîné beaucoup de matchs. Mais par exemple, après le match de Dijon, la reprise, on a repris par un débriefing sur le plan collectif, et des choses qu'on doit encore améliorer, des axes de progrès qu'on a à faire. Et puis, j'ai aussi vu dans la semaine ensuite quelques joueurs pour 1, 2, 3 images, pour échanger avec eux, parce qu'il y a toujours des choses à aller gratter.
La construction des séances, est-ce que c'est un travail solitaire, l'écriture de la séance, ou est-ce que c'est un travail collectif aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le travail essentiel de Lilian. D'accord. C'est Lilian Analyse qui construit les séances. Alors, on les construit dans l'idée ensemble, mais c'est lui qui les, à 90%, les construit. Et aussi avec Aymen sur toute la partie, sur la partie athlétique et la partie échauffement, toute la partie échauffement où l'intégration, il y a l'intégration des ballons déjà, mais avec tout le travail cognitif, tout le travail musculaire, etc. Donc là, il y a, on finalise ensemble avec Thierry, l'entraîneur des gardiens, par rapport au moment où on utilise les gardiens, avec Alou pour les parties ou les ateliers qu'il a à gérer, et ensuite avec Laurent Bessière, qui est la responsabilité du pôle perf, sur tout ce qui va être timing de la séance, durée effective, séquençage, durée des récup, voilà, où tout est timé. Tout est... Et dans un chrono. Et oui. Quelle est votre position pendant une séance? Je suis souvent en recul sans être très loin. D'accord. Il y a souvent 2 séances où je suis un peu plus impactant et un peu plus proche. En tout cas, dans certaines parties de séance, c'est à J-3 sur la séance à dominante à la fois grand jeu et en même temps dominante tactique aussi. Et à J-1, notamment sur les aspects de situation, des choses bien précises qu'on peut travailler. Donc là, je suis un peu plus impactant et un peu plus proche. Sinon, d'une manière générale, c'est le staff qui travaille. Moi, j'observe et je suis plutôt à être sur un positionnement sur l'individu et sur des corrections individuelles. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez ramené de l'échelon inférieur, c'est-à-dire de la réserve? Est-ce que c'est un manque par rapport à ce que vous aviez à travailler en réserve? En réserve, le staff était beaucoup moins dimensionné. On avait, même si sur la dernière année, j'avais à la fois un entraîneur des gardiens de but à temps plein sur la réserve, un prépa physique à temps plein et à Lou. Mais malgré tout, j'étais beaucoup plus acteur. Là, j'étais plutôt à 90% acteur des séances, acteur et concepteur. Voilà, donc ça, le ratio a changé parce que je sais que j'avais une nécessité de cette prise de recul pour pouvoir... d'une part, avoir une meilleure vision de ce qui se passe, sachant qu'elle est toujours, malgré tout, partielle, mais je voulais qu'elle soit le moins partielle possible. Et en même temps, voilà, parce que j'ai des compétences et donc il faut les utiliser, et que moi je dois garder une forme de fraîcheur, et si je suis aussi dans les séances, dans la conception, dans l'animation, dans l'organisation, je vais certainement perdre beaucoup d'énergie. Et mon énergie, je dois bien la placer. D'accord. Dans la préparation des matchs, quelle est aujourd'hui, est-ce que c'est quantifiable? Vous allez me le dire. Quelle est la place de votre projet par rapport au jeu de l'adversaire? Notre projet, il est toujours prépondérant par rapport au jeu de l'adversaire. Voilà. Ça veut dire qu'il est au moins 51%, souvent plus. Mais je pars toujours de notre projet de jeu, de nos principes de jeu, de la volonté qu'on a de gagner le rapport de force offensif et le rapport de force défensif. Après, il y a toujours des adaptations, voilà, on va reprendre, à faire par rapport aux points forts de l'adversaire et aux problèmes qu'il a l'habitude de poser. Donc forcément qu'il y a 10, 20 ou 25% de choses qui sont étudiées et qui sont travaillées par rapport à. Mais je souhaite qu'on impose quelque chose et que le Racing Club de Lens soit une équipe qui soit conquérante en fait, et qui cherche à imposer quelque chose. Voilà. Qui soit acteur du match. Qui soit acteur, voilà, qui soit totalement acteur du match. Et il n'y a rien de pire, il n'y a rien qui me désole plus, c'est quand voilà, les fois où on n'a pas réussi à l'être. Alors ça peut arriver parce que l'adversaire est vraiment plus fort sur un match ou sur une saison, hein, voilà. Ou ça peut arriver parce que ça peut arriver aussi de passer à travers pour différentes raisons. Ça ne nous est pas beaucoup arrivé depuis 26 journées et le match de Coupe de France en plus.
Mais voilà, ça arrive, ça arrivera. Mais j'aime quand mon équipe impose quelque chose. D'accord. Dans la vie du groupe, alors vous avez dit plusieurs fois cette saison en conférence de presse que vous aviez un groupe important en nombre. Dans la vie du groupe, est-ce que vous êtes du genre interventionniste ou vous n'avez pas besoin? Donc le groupe s'est réduit cet hiver. Ouais. Et c'est une bonne chose. Il s'est réduit à 23 joueurs et 3 gardiens. Il a été à 26, 27 joueurs et 3 gardiens, et c'est un nombre trop important. D'une part, dans la constitution des séances, parce qu'on travaille beaucoup en structure, donc beaucoup en 10 contre 10. Alors, il peut y avoir un ou deux jokers, mais on ne peut pas faire du 10-10 plus 5 ou du 10-10 plus 6. Et moi, il nous paraît important, avec le staff, de travailler régulièrement, le plus régulièrement possible en structure, parce que les repères, il faut mieux les prendre à 11 que les prendre à 7, même si ça nous arrive d'avoir des séances avec des exercices avec des jeux plus réduits en nombre. Et après, sur la question de l'intervention, je pense pas être... je pense pas avoir besoin d'intervenir très souvent. D'accord. Mais c'est d'abord parce qu'il y a un cadre qui est suffisamment clair, suffisamment large, mais cadre quand même, pour que tout le monde s'y retrouve. Et après, quand c'est nécessaire, je le fais. On sait que certains coachs, comme Rudy Garcia par exemple, aiment bien fonctionner avec ce qu'ils appellent un conseil des sages, c'est-à-dire quelques joueurs qui sont régulièrement concertés pour telle ou telle décision. Est-ce que vous n'en avez pas besoin? Est-ce que tout ça se fait naturellement? Non, ça se passe, il y a trois, on va dire, 2 ou 3 niveaux. J'ai des échanges réguliers avec Yannick Cahuzac, qui est mon capitaine, même si c'est mon capitaine, même s'il ne joue pas toujours, mais c'est mon capitaine quand même. Et donc j'ai des échanges réguliers avec lui. Ensuite, il peut y avoir des échanges avec un groupe un peu plus restreint, capitaine, vice-capitaine et un autre joueur. Et puis de temps en temps aussi avec un groupe un peu plus élargi, qu'on pourrait alors là appeler le conseil des... J'avais appelé ça le conseil des capitaines l'année dernière quand j'ai repris l'équipe. Tous ceux qui avaient été capitaines, là je les réunissais toutes les semaines. Bon, ça avait fait que 3 semaines. Là j'ai moins besoin parce que on se connaît tous mieux, tout le monde sait... voilà, j'ai aussi d'abord un groupe avec beaucoup de... Même s'il y a des jeunes joueurs qui ont de la maturité, et qui est un groupe qui vit bien, et il n'y a vraiment pas beaucoup de... Et tant mieux, mais pas beaucoup de problèmes à régler ou de choses à revoir. Mais ça arrive de temps en temps de prendre la température. Ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois cette saison avec un groupe de cadres de 5 à 7 joueurs. Voilà, c'est arrivé. D'accord. Parmi les domaines qui ont dû vous changer entre l'équipe réserve et l'équipe pro, il y a la gestion des médias. On vous sent plutôt à l'aise et affable en conférence de presse et là sur ce plateau. Comment vous gérez cette attention et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous en servir pour la préparation des matchs? Je passe des messages dans mes conférences de presse. Alors, et quand je veux passer des messages, les joueurs, il y a des messages que je leur passe. Alors je ne sais pas s'ils regardent toujours, mais comme ils sont souvent sur les réseaux, On va y venir après. voilà, donc je pense que certains entendent des messages. Alors il y a des messages que je passe aussi évidemment en direct dans mon bureau ou évidemment en direct dans le vestiaire quand c'est des messages collectifs. Mais je passe des messages. Voilà, pas toujours, mais ça m'arrive. D'accord. La place des réseaux sociaux aujourd'hui, dans votre métier et par rapport à la gestion du groupe des joueurs? Alors, me concernant, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Bon, c'est certainement générationnel, et puis pas uniquement, c'est aussi parce que c'est pas voilà, j'ai jamais eu Facebook, Instagram, Twitter, etc. Je suis pas, parce que je veux concentrer mon énergie aux bons endroits, et je suis pas sûr que ça soit les bons endroits pour consacrer son énergie. Pour les joueurs, est-ce qu'il y a une attention particulière du groupe, enfin du club par rapport Oui, alors au niveau de la formation, il y a des choses qui sont faites pour leur expliquer à la fois que ce qu'ils peuvent prendre des réseaux, attention à ce que vous prenez de ces réseaux, et puis attention à ce que vous donnez pour les jeunes joueurs, je pense que c'est important. Et après, pour les pros, même des joueurs aguerris, il faut aussi qu'ils sachent se protéger, parce que c'est tellement simple derrière un compte de dire tout et n'importe quoi. Alors,
heureusement, il y a des gens bienveillants ou des gens assez lucides et objectifs, et tant mieux. Mais il y a aussi tellement de choses insupportables là-dedans qu'il faut se protéger. Et quand on est joueur, vous savez, les joueurs, ils ont entre 18 et 30 ans, la plupart, même ceux qui ont 35 ans de toute façon. Et c'est pas toujours, c'est pas toujours simple pour eux. Donc, entre autres, c'est pour ça que je souhaitais qu'on ait une psychologue qui travaille avec nous, parce que ça fait partie des moments dans la carrière d'un joueur où ils peuvent vivre des blessures, ils peuvent vivre des drames familiaux, ils peuvent vivre des moments très compliqués sur le plan sportif, professionnel, amplifiés par les réseaux sociaux. Et donc, faut se protéger ou il faut être aidé par moment. D'accord. Quelle est la place du doute dans votre métier? Quotidien. Après, il ne faut pas que le doute prenne le dessus sur tout, mais il faut douter suffisamment pour rechercher d'aller toujours plus loin, faire toujours mieux. Les moments de doute, c'est là où aussi où le staff entre en ligne de compte? Est-ce que c'est des doutes que vous partagez avec le staff pour pas que ça arrive jusqu'aux joueurs? Comment ça se passe? J'essaye d'une manière générale de ne pas montrer mes moments de doute. Voilà, dans une carrière, on en a toujours, ponctuellement ou plus durablement. Mais moi, j'essaye de pas. Voilà, je travaille aussi d'ailleurs avec notre psy pour échanger et pour moi aussi m'aider. Je travaille avec la prof de yoga pour avoir des moments où justement je reprends de l'énergie pour pouvoir donner de l'énergie positive. Mais voilà, j'essaye le moins possible que mon staff le ressente. Alors, de temps en temps, ils ne doivent pas ressentir les moments de doute parce que j'ai pas eu tant que ça. Je suis tellement sûr de ce qu'on fait, tellement persuadé qu'on bosse bien que j'ai pas trop de doutes par rapport à ça. Mais des fois, il peut y avoir des moments de tension, des moments un peu de fatigue, des moments d'énervement. Donc, j'essaye de les maîtriser pour qu'ils s'en rendent le moins compte possible. Je pense que de temps en temps, ils s'en rendent un peu compte. Mais voilà, et avec les joueurs, j'essaye aussi de les protéger le plus possible de ça. Moi, je dois être quelqu'un qui apporte de la sérénité. Je ne dois pas être quelqu'un qui amène du doute ou de l'énervement, quoi. D'accord. On vit une époque d'immédiateté, que ce soit dans les analyses, la versatilité des opinions, même pour les joueurs, la gestion de leur carrière. Comment vous arrivez à prendre du recul par rapport à ça et à vous projeter sur le long terme, sur le projet? En fait, moi, je travaille sur moi, en tout cas j'essaye depuis pas mal d'années. C'est aussi pour ça que certainement j'arrive à avoir ce recul, même si il y a encore plein de fois où il faudra en avoir encore plus, mais bon, c'est aussi que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais je travaille dans le projet club. J'ai toujours travaillé de toute façon dans les clubs dans lesquels j'étais avec cette vision de travailler dans la durée, pas sur l'éphémère, pas sur le court terme, mais tout en sachant et tout en connaissant bien le métier, puisque ça fait quand même maintenant très longtemps que je suis dans le football pro, et tout en sachant voilà, quel est mon job, et je connais les stades, je sais que cette année, il y a 9 entraîneurs depuis le début de saison, depuis la reprise de l'été dernier, il y a eu 9 entraîneurs en Ligue 1, donc c'est presque 1 sur 2 qui ne sont plus là, je sais tout ça, mais bon, ça ne m'empêche pas aujourd'hui de dormir, je goûte le moment présent parce qu'il est bon, et je travaille comme si j'allais rester 10 ans, mais tout en sachant que peut-être dans 1 an ou dans 6 mois, je ne serai plus là. Pour ces clubs qui changent d'entraîneur régulièrement, parfois même des grands clubs qui prennent toujours des grands noms et qui jonglent avec les grands noms au fil de leur saison, il y a toujours derrière un changement d'entraîneur, il y a l'idée d'identité de l'équipe du club. Est-ce que, avec une durée moyenne de 14 mois, un coach peut impulser une identité de jeu? Alors je vais prendre, pas de façon très humble, mais je vais prendre mon exemple et l'exemple avec mon staff. Nous, ça fait 12 mois et 1 jour qu'on est là, et je pense qu'il y a une identité de jeu. Et depuis déjà un moment. Donc je pense qu'une identité de jeu, elle peut être visible assez rapidement. Voilà. Je ne vous dis pas en 1 semaine, je ne vous dis pas en 3 semaines, mais je pense qu'elle peut être visible assez rapidement. Pour ça, il faut être convaincu
il faut convaincre pour avoir l'adhésion des joueurs. Voilà. Mais je pense qu'on a une identité de jeu au Racing Club de Lens. Et voilà. Bon, par contre, vous venez de me dire qu'il ne me reste plus que 2 mois pour gagner. C'est pas bon Désolé, signe. c'est la- Non, je sais très bien. Je la- connais bien les durées. Elles sont même encore de plus en plus courtes en moyenne. On était parti sur le jeu, sur l'identité de jeu, sur le jeu. Votre équipe, depuis le début de saison, évolue régulièrement en 3-4-1-2. On va revenir à ce terme d'adaptabilité, d'adaptation. Est-ce que c'est une pure conviction ou est-ce que c'est une adaptation de votre part à l'effectif du Racing? Alors, alors, les gens aiment toujours, et dans le football, ça a toujours été le cas, on met des chiffres et on met des cases. C'était ma question d'après. 3-4-1-2. En fait, je l'ai déjà dit une fois en conférence de presse, prenez 200 photos du match, de tout là-haut, et je ne sais pas s'il y aura 5% de ces 200 photos où vous verrez le 3-4-1-2. Vous n'allez jamais le voir, le 3-4-1-2. Et le haut niveau, c'est ça, en fait. On ne joue pas en 3-4-1-2. D'accord. Je ne peux pas vous dire dans quel système on joue. Mhm. Je sais avec quel principe, je sais avec quelle énergie, je sais avec quelle intelligence, je sais avec quelle compensation. Mais le 3-4-1-2, le 4... Enfin, voilà. Alors, bien sûr, on va dire qu'on... Mais quand on défend, on est rarement en 3-4-1-2. Et quand on attaque, on l'est encore moins. Donc, oui, c'est rassurant, ça permet de mettre un système, mais le système, il ne veut rien dire. D'accord. Si on est un peu plus précis, est-ce que la défense à 3, par exemple, même si, bon, on sait ce qu'il y a derrière, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez régulièrement pratiqué ou est-ce que c'est pas forcément une conviction profonde de jouer à 3 derrière? Alors, je l'ai justement quasiment jamais pratiqué, si ce n'est un match avant de venir au Racing Club de Lens. Donc, vous voyez, sur 14 ans ou 15 ans de carrière, je l'avais pratiqué qu'une fois, voilà, avec le Stade Mayennais, justement, en Coupe de France contre l'Orient. Et par contre, je l'ai utilisé au bout d'1 an et demi avec les jeunes, lors de ma 2e saison, on était en grande difficulté sur le plan des résultats avec la réserve. Et en réfléchissant à la fois mon effectif, on avait fait un essai sur un match avec l'équipe pro, contre l'équipe pro en semaine. Et puis par rapport au fait des fois aussi de chambouler un peu les joueurs, de les amener à s'interroger un peu. Et puis j'avais un effectif qui correspondait à un 3-5-2. Et voilà, et j'ai commencé à travailler comme ça, on va dire 1 an, une grosse année avant de reprendre l'équipe première. Et j'ai trouvé, en cherchant, en le développant, qu'il y avait quand même beaucoup de choses très très intéressantes avec cette défense à 3, avec l'utilisation des couloirs, avec le fait d'avoir aussi 2 attaquants plus 1 ou 2 milieux très proches, très vite de la surface adverse, et, la possibilité de créer des surnombres dans beaucoup de zones. Donc voilà. Mais vous voyez, avant, en gros, il y a 2 ans, j'avais quasiment jamais travaillé avec une défense à 3. D'accord. Ce qui semble plus être du domaine de la conviction, c'est votre volonté de défendre en avançant, de mettre du pressing à la perte du ballon, de ne pas subir. Est-ce que ça, c'est aussi, par contre, c'est un fil rouge tout au long de ces années-là? Oui, c'est un fil rouge, même si ça m'est arrivé parfois, en fonction des endroits où j'étais et des effectifs que j'avais, d'avoir parfois des blocs plus médians, voire parfois même, c'était assez rare, c'était même très rare, mais plus bas, ou en tout cas sur certaines séquences, certains matchs. En fait, oui, j'aime cette volonté de défendre avançant, de défendre parfois très haut, mais on doit aussi, et l'équipe doit être en capacité de savoir bien défendre avec un bloc plus bas, ou en tout cas, oui, plus bas, et d'utiliser aussi des fois, selon les arguments offensifs que l'on a, la profondeur qu'il y a dans le dos de l'équipe adverse. Voilà. Mais j'avoue bien aimer aussi cette volonté d'imposer quelque chose sur le plan défensif. D'accord. Est-ce que pour vous, comme pour les joueurs, la confrontation avec le plus haut niveau, avec des entraîneurs UP, confirmés, est-ce que ça, pour vous aussi, ça vous motive encore plus, comme pour les joueurs, face à d'autres grands joueurs? Bah, moi, ce qui me plaît, c'est d'abord, c'est quand le Racing Club de Lens, qui était en Ligue 1 il y a 1 an, en Ligue 2 il y a 1 an, se met au niveau de la Ligue 1. Et quand je dis au niveau, à un bon niveau de la Ligue 1, et bat Rennes, bat Marseille,
pas logiquement, hein, pas sur un exploit, bas Paris Saint-Germain, bas Monaco. Ouais, ça me plaît surtout. Parce que je sais que le travail qu'on fait avec le staff, avec les joueurs et je vais dire avec la direction sportive, parce que le travail il vient aussi du recrutement, je me dis que voilà, c'est pas du travail pour rien, quoi. Et ça, au-delà de me dire, ah bah oui, t'es aussi entraîneur de Ligue 1, bon, c'est sympa. Mais voilà, moi je suis heureux d'être entraîneur. Donc, Il y a peut-être moins cette notion de duel. ouais, moi alors là, je pense pas à la notion de duel avec l'autre entraîneur. Après, des fois, il y a des entraîneurs qui vous posent des problèmes, et là, c'est un truc intéressant. Mais moi, j'ai pas de notion de duel. On fait le même métier. Je veux dire, on est collègues, hein. Voilà. Par contre, que mon équipe impose quelque chose ou réussissent à poser des problèmes à des équipes qui jouent la Ligue des Champions, des équipes qui jouaient l'Europa League quand nous, on essayait de se battre pour sortir de la Ligue 2 il y a un an, ça me plaît. Ouais. Quand vous voyez, pour aller dans ce sens-là, quand vous voyez qu'un club comme Rennes, quand il vient à Lens, change tactiquement pour s'adapter à ce que propose Lens, est-ce que ça aussi, c'est une forme de fierté par rapport à ce que vous développez ? Oui, ça, on en a parlé avec Julien, parce qu'on se connaît depuis longtemps. À la fin du match. Julien Stéphan. Ouais, avec Julien Stéphan. Et il me dit, voilà, pour vous poser des problèmes en ce moment, et voilà, il fallait que nous, on essaye de vous matcher dans le système. Et donc je me dis quand même qu'on réussit des choses. Voilà, quand une équipe qui a joué la Champions League quelques mois auparavant vient et essaye de s'adapter, ou en tout cas de s'adapter pour nous poser des problèmes, et change son système, c'est pas anodin. Est-ce que vous avez encore le temps de regarder un match de foot, juste pour le match de foot, juste pour les émotions que ce sport suscite ? Alors, je regarde des matchs parce que je regarde nos adversaires, je regarde nos matchs, je regarde de temps en temps un match de Ligue 1 pour le plaisir, mais pas tant que ça. Je regarde la Ligue des Champions, mais c'est plus pour... Il y a toujours un carnet à côté, il y a un carnet où il y a mon iPhone avec mes notes. Voilà, c'est rare que je regarde. Et quand je veux couper, je regarde pas de foot. D'accord. Voilà. Donc c'est pas un cliché, coach 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Justement, j'essaye de ne pas être coach 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. J'essaye de m'octroyer même des fois 2-3 heures, une demi-journée pour couper. Quand il y a une journée, honnêtement, j'essaye que cette journée, quand là on a enchaîné beaucoup de matchs, à un moment on n'a eu aucune coupure pendant 20 jours, c'était tous les jours non-stop. Donc quand il y a une journée, j'essaye de ne pas mettre le nez dans la vidéo, parce que d'une part, moi il faut que je reprenne de l'énergie, et puis je ne suis pas tout seul à la maison non plus. Quelle équipe aujourd'hui vous séduit ? Alors peut-être pas en France, mais... Il y a plein de... j'ai regardé depuis quelques années, je dis Manchester City pour la qualité de ses déplacements, pour l'intelligence de ses déplacements, pour la qualité technique, c'est du top niveau, mais j'ai regardé, ils ont eu l'expulsé trop rapidement, mais j'étais sûr que vous alliez me parler de ça. Je regarde Bergame depuis pas mal d'années déjà, j'ai même eu la chance de voir City Bergame en Ligue des Champions en direct l'année dernière, quand ma fille était étudiante en Angleterre, donc même s'ils avaient finalement perdu 5-1, je crois, mais je m'étais régalé. Parce qu'il y avait des choses que je me dis, voilà, j'avais voulu revoir en vidéo pour bien être sûr que ce que j'avais vu, c'était bien ça. Donc ça, voilà. Mais je crois qu'on peut regarder l'Ajax. C'est aussi top de ce qu'ils font. Donc il y a toujours tellement de choses à voir que, voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressantes. Est-ce qu'il y en a une aujourd'hui qui vous intrigue ? Que vous aimeriez bien, si vous aviez le temps, observer aller dans les 3 clubs que j'ai nommés, faire une semaine de stage, que ce soit à City, que ce soit à Bergame notamment, ou à l'Ajax,
J'aurais plaisir à aller passer une semaine comme j'ai eu plaisir à aller à Genk l'an passé pour mon BEPF dans le cadre de mon stage d'observation. Voilà, c'est toujours top d'aller voir ce qui se passe ailleurs, même si on ne joue pas dans le même système, c'est toujours top, c'est toujours très intéressant parce qu'il y a le terrain, mais il y a aussi le management. Voilà, c'est hyper intéressant. Et dernière question de ce style, si un coach aujourd'hui devait vous accorder quelques minutes ou une heure, avec qui aimeriez-vous vous entretenir pour aller approfondir ses méthodes ou en apprendre un petit peu plus sur son approche du métier? J'aimerais bien discuter avec Klopp. Mhm. Et j'aimerais bien discuter avec le futur coach de mon adversaire, Stéphane Moulin. D'accord. Parce que rester... Sa longévité. Ouais, pour sa longévité, comment se renouveler, comment durer, c'est quelque chose qui m'intéresse, au-delà du travail tactique, dans la gestion du staff aussi. Dans la durée, c'est jamais évident, donc voilà, j'aimerais bien aussi. Angers n'a connu que 2 coachs depuis 2006. Ça détonne dans le... Ah oui, depuis 2006, 2 coachs. Ils ont Jean-Louis Garcia, et puis, c'est exceptionnel. Ça détonne vraiment dans le paysage actuel. Coach, dernière question. Pour conclure, quand vous regardez cette année dans le rétro, êtes-vous arrivé avec ce groupe où vous souhaitiez aller? Je ne parle pas forcément des résultats, mais voilà. Est-ce que à l'instant T, vous êtes arrivé où vous souhaitiez aller avec ce groupe? Je pense qu'on peut encore aller plus loin. Je suis même sûr qu'on peut encore aller plus loin. Donc on a encore 3 mois de compétition. 13 avec la Coupe de France. Au moins 13, mais voilà, il y a 3 mois encore. Et je pense qu'on peut encore aller plus loin dans l'expression collective, encore plus loin dans le jeu, encore plus loin dans l'efficacité. Donc je suis très content de l'endroit où on est aujourd'hui, mais je sais qu'on peut aller plus loin. En fait, c'était mon avant-dernière question parce que on a parlé de Coupe de France. Est-ce que, quand on regarde l'équipe jouer aujourd'hui, en tout cas, moi, je me suis dit, elle a le profil d'une équipe de coupe parce qu'elle va gagner les matchs. Et en coupe, c'est ce qu'il faut faire. Alors, c'est aléatoire parce qu'il y a le tirage au sort, mais est-ce que c'est dans votre tête, maintenant que le maintien est acquis, est-ce que ça peut être un objectif? Je vais vous dire que dès le départ de la saison, c'est un objectif, en fait. On a 2 compétitions à jouer. Le championnat, la coupe. Alors, je sais très bien que la coupe, ça peut s'arrêter dès le premier match. Mais moi, quand je commence une compète, c'est pas pour dire bon, on va faire une croix dessus. Donc pas plus aujourd'hui qu'hier parce qu'on est maintenu, qu'on a 40 points. Mais voilà, c'est un objectif. Peut-être, je ne sais pas ce qui se passera au Red Star dans 10 jours. Mais évidemment que voilà. Moi, de toute façon, le message il est clair. Je ne vais pas rabâcher qu'on va faire un match pour le gagner. On joue au football, c'est pour gagner. Donc ça fait partie des objectifs. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau, de nous avoir consacré tout ce temps. On vous souhaite un parcours à la Stéphane Moulin, à la tête du Racing Club de Lens. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est un beau parcours que lui vit. Moi, je suis content de ce qu'on est en train de faire. Et puis voilà, si ça donne un peu de joie, un peu de plaisir, je sais que ça donne de la joie et du plaisir pour les amoureux du Racing Club de Lens. Je suis vraiment très très heureux de ça, hyper fier même de ça. Après, que ça dure 1 an, 2 ans ou 10 ans, ça c'est l'avenir, mais je suis content de ce qu'on leur donne. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Vous nous avez donné beaucoup de plaisir aussi aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt sur ILTV pour un nouveau numéro de Sport Express. À très vite.